Dans les tout prochains jours, la RDC devrait s'attendre à une amélioration de la desserte en produits pétroliers à Kinshasa et tout comme en province. C'est grâce au groupe Ledia qui a mis en place dans la commune de Maluku des installations modernes et logistiquement bien équipées. Installation visitée ce week-end par le directeur général adjoint de Douanes et Axes en charge des questions techniques, Simon Urbain Nzouka-Mapengo. Et puis désormais, le puits carbone des forêts congolaises de la RDC est maintenant quantifiable. Il pèse plus de 23 milliards de tonnes et donc susceptible de donner à l'État congolais les moyens nécessaires. Une quantification rendue possible grâce au projet Carbon Map and Model du Fonds mondial pour la nature WWF. Le lac Munkamba dans le Kasaï central, mystérieux soit-il, est une richesse éternelle censée procurer au pays suffisamment de recettes. Son volet touristique et économique est à valoriser. Willy Albert Kalengai, journaliste expert en ressources naturelles et patron de l'organe de presse Géopolis, l'a rappelé dans une interview exclusive relevant justement la valeur économique du si mystérieux lac Munkamba, situé en plein cœur de la RDC. Tous ces titres et tant d'autres vous seront développés dans ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation signée Rosette Mambandori pour l'auto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous savoir nombreux à attendre fiscalité et développement, la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. Cette édition part de Maluku, où les directeurs généraux adjoints de la Direction générale de douane et axes en charge de questions techniques, Simon Urbain Nzouka-Mapengo, a visité ce samedi 7 juillet 2018 les installations pétrolières du groupe Ledia. Ces installations modernes et logistiquement bien équipées vont en effet permettre une bonne distribution de produits pétroliers à Kinshasa comme en province et surtout le long du majestueux fleuve Congo. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par nos reporters qui étaient à la suite du DGAT de douane congolaise. Nous sommes dans les installations de l'Erexcom Petroleum, situées dans le faubourg de Kinshasa, dans la commune de Maluku. Une société du groupe Ledia spécialisée dans le stockage, la distribution et la commercialisation des produits pétroliers. Ce deuxième terminal, installé après celui de Matadi, est équipé en matériel moderne pour la distribution du carburant. Ce terminal de Maluku, composé de plusieurs citernes, a une capacité de stockage de 22 000 m3 de litres de carburant, ravitaillé jour et nuit par des camions qui font des navettes entre Matadi et Kinshasa pour servir en gasoil et à l'essence la ville de Kinshasa, l'arrière-pays, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. La société est dotée également d'un laboratoire qui sert au marquage moléculaire afin de déceler les carburants bénéficiant de l'exonération et celui non exonéré. Ce qui fait à l'heure actuelle à l'Erexcom Petroleum la voie la plus sûre de la distribution du carburant dans le pays. Veillant aux intérêts de l'État, une équipe de douaniers travaille ici, 24 heures sur 24, pour la surveillance de toutes les opérations d'entrée et de sortie du carburant. Ce n'est pas tout. La douane a formé des cadres et agents de l'Erexcom Petroleum pour l'amélioration de la qualité de leur travail. Une collaboration saluée par Samba Tunkara, directeur général de l'Erexcom Petroleum. Dès que le produit arrive, la douane arraisonne des bras le tanker. La douane a tous les documents du produit, quantité, qualité et origine. Et les opérations de déchargement se font en présence de la douane. Ils savent ce que nous avons en bac, ce qu'on a reçu et le total qu'on a reçu. Et c'est ce total qui est mis dans le sommier douanier. Et ce sommier douanier est géré conjointement avec notre agent de transit et la douane. Donc la douane est au début et à la fin de nos opérations. Au début de nos opérations, l'entrée en entrepôt. À la sortie de nos produits, c'est-à-dire soit c'est la mise en consommation locale, et soit c'est le transit qui va sur le plan international, comme le Congo-Brazza ou bien la République de Bangui. Et en plus, si on devait réexporter le produit à partir de Matadi, la douane est là. La sortie d'entrepôt est gérée par la douane.
Et pour faciliter ces opérations, que la douane a mis ce partenariat de former nos opérateurs utilisateurs de preuves sur le système Sidonia de la douane. Donc nos opérateurs sont très bien formés pendant 15 jours des deux sautés avec des agents de la douane et assises qui nous facilitent toutes nos opérations. Invité en sa qualité de directeur général adjoint chargé des questions techniques et des réformes de la DGDA, Simon Ibenzou Kamapengo s'est imprégné de l'effectivité du projet. Il en a profité pour prodiguer quelques conseils techniques aux responsables de la société. Nous, la douane, on fait le marquage moléculaire et je suis content de savoir qu'ils sont déjà ici chez vous. Mais c'est beaucoup plus pour lutter contre la fraude au niveau de la douane. Parce que quand le carburant est donné à l'armée ou à la police, on y injecte des molécules. Ça fait que quand on met nos agents en circulation et qu'ils font les tests sur votre véhicule, qu'ils trouvent un carburant marqué, dont vous avez utilisé un carburant exonéré, vous avez des pénalités. C'est un carburant qui ne peut être utilisé que par le véhicule de l'armée ou de la police. De tout ce qui est exonéré maintenant, on sait savoir, il ne faut plus acheter de carburant chez les Kadhafi. En fait. Parce que s'il a tiré au PSL là-bas de l'armée, vous aurez des problèmes inutiles. Le Relex comme Petroleum est pour le moment le premier projet de cette ampleur réalisé par des Congolais. Il faut bien noter que ces installations, du reste importantes dans l'approvisionnement de populations congolaises en produits pétroliers, devront être inaugurées dans le tout prochain jour par les chefs de l'État Joseph Kabila Kabange. Mesdames et messieurs, nous restons dans les régies financières pour parler de la Direction générale des impôts à travers cette communication. La Direction générale des impôts rappelle donc aux entreprises publiques, aux services publics, aux entités territoriales décentralisées, aux établissements publics, aux organisations semi-publiques, aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi numéro 004/2003 portant réforme des procédures fiscales, l'échéance de souscription de la déclaration de sommes versées aux tiers afférentes au deuxième trimestre de l'année 2018 tombe le mardi 10 juillet 2018. Il s'agit du relevé de toutes les sommes versées aux tiers à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires qui doivent être déposés auprès de services gestionnaires respectifs. Toute absence de souscription de cette déclaration dans les délais susvisés donnera lieu à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. Ce communiqué est signé Sélé Yalagouli, directeur général des impôts. Un nouvel ouvrage scientifique porté sur le fonds baptismaux, c'est samedi 7 juillet 2018. C'était à l'Université protestante au Congo, rédigé par le professeur Kabuya Kalala et les doctorants Jean-Paul Tsassa. Ce livre a été présenté par ses auteurs et baptisé par le Premier ministre honoraire Matata Ponyo Mapon. Reportage de Jean-Louis Miasekama, Étienne Kumba et Landry Nyangi Lostine. Les étudiants et économistes congolais recourent le plus souvent aux manuels étrangers. Ils peuvent maintenant compter sur macroéconomie, fondement, microfondement et politique, rédigé en 652 pages par le professeur François-Xavier Kabuya Kalala et le doctorant Jean-Paul Tsassa. Il a été baptisé par le Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo. Macroéconomie, fondement, microfondement et politique. Que votre contenu ne serve pas à cacher la science aux étudiants et aux chercheurs. Comme le disait quelqu'un, si vous voulez cacher la vérité, mettez-la dans les livres. Mais ici, je crois, les deux chercheurs ont écrit pour que cette science puisse servir à éclaircir les domaines des questions économiques en RDC et dans le monde entier. Les deux auteurs livrent leurs impressions. Je me sens satisfait dans le sens que, voilà, après plusieurs années d'enseignement de la macroéconomie,
il faudrait quand même laisser quelque chose pour améliorer ce que nous donnons comme contenu à nos étudiants. Notre objectif, c'était de produire non pas simplement un ouvrage qui puise des théories étrangères, mais plutôt de combiner ce qui s'est fait sur la frontière de la recherche, de le mettre en relation avec les réalités des pays en développement et particulièrement les réalités congolaises. Le professeur Florent Moukeni a commenté la partie sur les microfondements et a planché sur l'outil économique utilisé. Les modèles macroéconomiques doivent se baser sur des fondements microéconomiques, c'est-à-dire sur des mécanismes qui, à travers les comportements des ménages, des firmes, de la Banque centrale et du gouvernement, permettent de fonder les agrégats macroéconomiques. C'est un bon ouvrage, d'abord parce que justement ça porte sur la macroéconomie moderne, qui justement demande qu'on lit les fondements microéconomiques des modèles macroéconomiques. Deuxièmement, je trouve que l'ouvrage est assez bien illustré, mais il manque quand même certaines illustrations de certaines parties de l'ouvrage. Sinon, c'est bien illustré. Et puis, pédagogiquement, l'ouvrage permet vraiment de faire l'apprentissage de la macroéconomie, et ce, sur 3 cycles universitaires, la maîtrise, le doctorat et la licence. Je crois que l'économétrie devait être plus utilisée dans la partie microfondement. Justement, là, comme je l'ai dit dans mes commentaires, on est limité par l'absence de données. Le professeur Tiker de l'Université de Kinshasa a félicité les 2 co-auteurs pour ce manuel. D'abord, il faut féliciter les 2 professeurs. Il y a rarement de publications dans le domaine de macroéconomie. On en parle beaucoup et il y a des enseignements qui sont donnés au niveau de l'université. Et il était important de pouvoir disposer d'un manuel. C'est pratiquement un manuel, comme il l'a dit, un manuel à tous les niveaux, licence, maîtrise et doctorat. Je crois que c'est un enseignement très très important. C'est un ouvrage très intéressant, bien sûr assez volumineux, mais un ouvrage intéressant puisque dans ce domaine, nous n'avons pas beaucoup de publications. Cet ouvrage, Macroéconomie, fondement, microfondement et politique, a la particularité d'avoir examiné à la loupe l'évolution de l'économie congolaise de 1960 à 2014. Autre chose à présent, parlons environnement. Le puits carbone des forêts congolaises est estimé à plus de 23 milliards de tonnes, susceptibles de procurer au gouvernement congolais des millions de dollars pour le budget de l'État. Cette quantification a été faite grâce au projet Carbon Map, un modèle du Fonds mondial pour la nature, VVF. Les détails dans ce reportage de Ruben Mayoni, Tsaki Yunka et Landry Nyangelostine. Il y a des milliards de dollars partout en République démocratique du Congo, particulièrement dans les ressources naturelles dont elle dispose. La forêt est, selon certains experts, un placement sûr. Outre l'exploitation non durable avec toutes les conséquences fâcheuses sur l'environnement, la conservation des forêts peut encore générer plus de ressources financières pour la RDC. Le réchauffement incontrôlé de la planète n'est pas seulement une catastrophe écologique, c'est également et foncièrement un défi économique et social. Donner une valeur ou un prix aux émissions de carbone permet de combattre à sa source le changement climatique. Cela incite les entreprises et les particuliers à modifier leur mode d'investissement, de production et de consommation. Le prix du carbone est donc un outil économique destiné à intégrer dans les prix de marché les coûts cachés des dommages causés par les émissions de gaz à effet de serre afin d'orienter les décisions des agents économiques vers des solutions à bas contenu en carbone. En République démocratique du Congo, les projets liés à la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, RED, sont aussi générateurs de recettes pour le trésor public congolais. Et par-delà le marché carbone, dont le stock de la RDC, 23,3 gigatonnes, vient d'être révélé grâce au projet Carbon Map and Model, cartographie de la biomasse forestière et projet modèle RED+ en RDC. Projet dont les résultats pertinents ont été présentés par le Fonds mondial pour la nature
VVF. Si on veut être crédible sur le marché carbone, il faut qu'on ait des actions systémiques, raisonnées, de préservation des dégradations forestières et des destructions forestières, et qu'en même temps on puisse le documenter de manière absolument précise et indiscutable. Alors ça veut dire qu'il faut déjà empêcher de détruire la forêt par diverses actions. C'est ainsi que évaluer l'impact de la foresterie communautaire, évaluer l'impact de la régénération des savanes, avec la protection contre les feux pendant de nombreuses années, évaluer l'impact et le coût de la reforestation, tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Également au sujet de l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc c'est déjà extrêmement important d'avoir une idée précise sur tout ça, de voir de quelle manière est-ce qu'on préserve la forêt et on limite les émissions de gaz à effet de serre. Donc notre travail de technicien au sein de l'EUF, c'est d'accompagner tout cela. Il est désormais possible d'estimer le carbone forestier national à l'aide de la technologie LIDAR aéroportée en vue d'appuyer la comptabilité du carbone dans le cadre du processus national RED+. Il est également possible de mettre en œuvre les activités pilotes RED+, dans le Maïndombe et de renforcer les capacités des acteurs et autres parties prenantes. Selon Finance.net, la tonne de CO2 coûte 15,35 € sur le marché, à en croire European Emission Allowances. Pour les 23,3 gigatonnes de carbone dont dispose la RDC, ce sont des milliards de dollars, sinon d'euros, que gagnerait le pays à travers le marché carbone. Cet instrument mis en place par VVF permettra d'expérimenter le paiement des services environnementaux et prévenir la déforestation. Avec un taux de déforestation très faible se situant à 0,3%, la RDC peut ainsi disposer d'un budget conséquent grâce aux ressources issues de son stock de carbone. Selon la Banque mondiale, 85% des émissions échappent toujours à une politique de fixation d'un prix. Par ailleurs, la plupart des prix actuels sont nettement inférieurs aux fourchettes définies par la Commission de haut niveau sur les prix de carbone pour atteindre les objectifs de température de l'accord de Paris, à savoir 40 à 80 $ américains par tonne de CO2 d'ici 2020 et 50 à 100 $ américains par tonne de CO2 à l'horizon 2030. Au-delà des aspects mystérieux qu'on raconte autour du lac Munkamba, dans la province du Kasaï central, ces lieux symboliques situés au cœur de la République démocratique du Congo est forcément un site touristique capable de générer beaucoup de recettes au profit du trésor public, soutient Willy Albert Kalengai, journaliste expert en ressources naturelles et patron de l'organe de presse Géopolis. On l'écoute au micro de Didi Mavambenombo, le PP et Michel Ouangui Lokwa. Aujourd'hui, les géologues, aujourd'hui les hommes de science ont découvert deux choses dans le lac Munkamba. On a d'abord découvert que les gens n'avaient pas une vue aérienne. Et ils n'avaient pas une vue aérienne. Ils estimaient que la forme du lac, c'était cet homme-là qui était un civilien, les piroguiers, donc ça avait la forme d'un homme couché sur terre avec les deux bras et deux jambes écartelés. Mais quand vous avez une vue aérienne, vous avez l'impression que c'est un oiseau qui est en train de voler. C'est la vue aérienne d'aujourd'hui. Encore que le lac peut modifier sa forme, hein, parce que le lac, il est mobile. Ça, c'est la première chose qu'on a découvert. La deuxième chose, ce lac-là, il n'admet qu'une seule espèce de poisson. Alors, pendant de longues années, les Belges ont essayé d'introduire des espèces animales, même des crocodiles. Tous ces animaux, aucun n'a survécu dans les lacs. Le lac a tout rejeté. Donc, le lac rejette même l'eau des pluies. Donc, quand il pleut au lac Munkamba, vous pouvez être là, vous allez voir, après la pluie, cette eau de pluie est évacuée du lac. L'eau du lac est potable. L'eau du lac est pure, l'eau du lac fait vivre l'homme, mais n'accepte aucun autre organisme que l'homme et le poisson du lac Munkamba. Il n'y en a pas deux. En 60, et c'est peut-être là où il y a eu un premier acte, c'est quand les peuples sont partis vers le Kasaï occidental, il y avait les Louba et les Loloua, vous connaissez l'histoire, il y a eu entre ces deux peuples des échauffourées, même pratiquement des morts. Une partie de ce qu'on appelle les Baluba aujourd'hui sont descendus vers le Kasaï oriental, donc pour aller fonder la ville de Mbujimaï et se construire une société.
Mais les sangs avaient coulé et ils avaient besoin de la paix. Ils sont donc retrouvés en 1962 autour du lac Mukamba, tous les chefs de tous les clans dans l'espace kassaïen, pour faire le premier pacte de la paix en disant, comme le lac éjecte tout ce qui est impur et n'accepte que ce qui est pur, nous aussi, prenant le lac à témoin, nous allons rejeter tout ce qui est impur entre nous. Donc le premier pacte a eu lieu, à l'époque en 1962, entre les Kassaïens de l'Ouest et de l'Est, en se disant jamais le sang ne peut couler entre nos peuples. Dans le sens de la symbolique et du parallélisme de forme que l'actuel gouverneur du Kasaï occidental, le Kasaï central, décide de rentrer au lac Mukamba pour aller finalement faire un autre pacte. Le lac, il a 3 km de long et 2 km de large. Et à l'époque coloniale, c'était l'endroit réservé à l'élite. Donc c'était parce qu'il y a, pour moi, il y a un endroit touristique très très bien. Beaucoup de gens à l'époque avaient construit des maisons. Et on se rappelle, quand nous étions très jeunes, il y avait 2 patriarches de nos 2 communautés qui avaient 2 maisons là-bas. Mukamba Kadiatandimba Jonas avait une maison du côté du Kasaï oriental et Tchongo Chibinkubula Wantumba avait une maison du côté du Kasaï occidental. Donc c'était le lien indéfectible parce que c'est en réalité les mêmes peuples. Donc ça a quand même une valeur économique. Ça a une grande valeur économique, surtout touristique, parce que si la route Kananga-Mbujimaï est bien faite et qu'elle est restaurée et que surtout elle est asphaltée, eh bien, une des grandes attractions de cette route serait le lac Mukamba. Alors, autour du lac Mukamba, on peut y construire une ville moderne, parce que, vous savez, aujourd'hui, nous allons au lac de Côme en Italie, nous parlons du lac Léman. Quand vous allez, par exemple, aujourd'hui en Suisse, vous allez voir que le lac Léman est un lac qui structure la ville de Genève, Fribourg et les autres villes. Autour du lac Mukamba aussi, on peut construire une vraie économie. Parce que non seulement le tourisme, mais cette eau pure. Parce que je ne veux pas parler des vertus de cette eau-là qui reste encore un mystère. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, TPIL, pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, les trains vers les élections à tous les niveaux ayant déjà quitté la gare, les états-majors de partis politiques affûtent leurs armes pour affronter les différentes échéances électorales. Mais cela a un coût. Il faut avant tout déposer les dossiers au bureau de réception et des traitements de candidature de la Commission électorale nationale indépendante CENI, moyennant un paiement de droits, sous l'encadrement bien sûr de la Direction générale de recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation des GERAD en sigle. Ce qui nous amène à la vulgarisation des actes générateurs de recettes non fiscales de l'État dans les secteurs de l'intérieur, partis politiques et secrétariat général. Suivez. À l'instar d'autres secteurs de la vie nationale, celui de l'intérieur et sécurité est également pourvoyeur des recettes non fiscales de l'État, qu'ordonnance et recouvre la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD après l'étape de constatation et de liquidation qui est faite au niveau des services d'assiette. L'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central énumère ces différents actes générateurs de recettes qui relèvent notamment du secteur de l'intérieur et sécurité à travers le secrétaire général du ministère, parmi lesquels droits de délivrance ou de renouvellement, de permis de port d'armes d'autodéfense, des chasses ou des sports.
taxe sur l'autorisation spéciale de fabrication artisanale, d'importation et ou des ventes d'armes de chasse ou d'autodéfense, droit de vente de la carte d'identité, droit de délivrance du permis d'exploitation d'une société de gardiennage, redevance annuelle d'exploitation d'une société de gardiennage. Pour le compte des partis politiques, côté secrétaire général chargé justement des partis politiques, voici à cet effet les actes générateurs de recettes encadrés par la DGRAD. Droit d'enregistrement d'un parti politique ou d'un regroupement politique. Et enfin, droit de dépôt de candidature. Et puis, centre d'affaires. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce groupe de mots, votre magazine, dans sa rubrique mots économiques du jour, mais je vous donne les éléments explicatifs autour de ce concept. Jean-Louis Miasekama Loubaki pour les explications. Un centre d'affaires est un immeuble de bureau ou un espace dans un tel immeuble qui est tout équipé et meublé pour recevoir à bref préavis des utilisateurs de bureaux, généralement pour une période limitée. Les centres d'affaires sont souvent mis sur pied et gérés par des entreprises spécialisées dans les services généraux qui louent un grand espace ou un immeuble entier pour en relouer des bureaux individuels ou des espaces variables à des entreprises diverses. Les centres d'affaires se trouvent principalement dans les centres-villes et les districts d'affaires de grandes agglomérations. Les services qu'offrent les centres d'affaires aux entreprises sont les assurances, le chauffage, la climatisation, d'autres services publics, la sécurité et la surveillance permanente, l'accès aux télécommunications, aux téléconférences, l'infrastructure des technologies de l'information, les connexions Internet, le matériel de bureau comme les photocopieuses, les imprimantes, le mobilier, les services de réceptionniste ou de téléphonie, les services de secrétariat, les services postaux, la mise à disposition des salles de réunion et de conférences. Mais il faut également ajouter, comme autres services, l'appui pour les formalités administratives, l'assistance juridique, la mise à disposition d'un service de traduction et d'interprétariat, les réservations de restaurants, d'hôtels, de taxis, de billets d'avion, l'organisation de petits déjeuners, des cocktails ou d'autres rencontres professionnelles. Les avantages du centre d'affaires par rapport au bureau traditionnel sont des coûts de démarrage faibles ou inexistants, et une adresse prestigieuse, une flexibilité dans la location de l'espace, l'entretien et la maintenance et la disponibilité immédiate. Les centres d'affaires intéressent les jeunes, nouvelles et très petites entreprises qui ne veulent pas s'engager dans un bail à long terme. Les sociétés installées à l'étranger ou dans une autre région qui ont besoin de pied-à-terre ou de succursales. Les entreprises en croissance rapide ou en intermittence ou ceux qui ont de nouveaux projets, etc. Historiquement, les centres d'affaires sont nés dans les années 80 dans les principales villes des États-Unis et ce, à partir des centres d'appel des voyageurs de commerce. Ils ont ensuite évolué en une industrie planétaire avec la fondation du groupe Servcorp qui installa son premier centre d'affaires à Sydney en Australie en 1978. À Kinshasa, il existe le centre d'affaires de Kinshasa spécialisé en informatique, en bureautique, avec des services, des conseils, des ingénieries et de la formation. Les restaurants, les hôtels, les bars, les discothèques, les banques, les transports aériens, les supermarchés, les ambassades et les cabinets d'avocats sont des catégories dans lesquelles le centre d'affaires de Kinshasa se spécialise. 34 milliards de dollars américains, telle est la valeur chiffrée des produits chinois devant être surtaxés par les douanes américaines depuis cette semaine. 818 produits exactement sont visés par l'administration Trump. Selon des médias outre-Atlantique, il s'agit notamment des disques durs et de moteurs électriques. La réaction chinoise a été immédiate à la décision américaine. Pékin a décidé de surtaxer 545 produits agricoles provenant des États-Unis. Parmi ces produits, les sites de la Radio France Internationale RFI citent les soja, le bœuf, le sorgho, le coton ou encore de fruits de mer. La source ajoute également que les fabricants de voitures comme Tesla, Ford et General Motors se trouvent eux aussi dans les collimateurs de Pékin. En tout cas, c'est des bonnes guerres.
L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a revu à la baisse les budgets alloués aux opérations de maintien de la paix dans le monde. Information contenue dans un communiqué de presse de l'ONU publié le jeudi 5 juillet 2018. Auteur du budget de ces opérations, 6 689 milliards de dollars américains. Ces montants couvrira la période 2018-2019. La baisse par rapport au budget de la période précédente est de 122 millions de dollars américains. Les budgets précédents pour la période 2017-2018 avaient été de 7 milliards 300 millions de dollars américains. Selon la source, la baisse du budget frappe les 4 missions de casques bleus les plus importantes. Il s'agit du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo, du Mali et de la Centrafrique. Et ce sont toutes les missions qui sont en Afrique. D'après les communiqués de l'ONU, parmi les missions actuelles de l'ONU dans le monde, les plus coûteuses sont la MINUS au Sud-Soudan avec 14 581 hommes et un budget de 1 milliard 154 millions de dollars américains. La MONUSCO, nous sommes là en République démocratique du Congo avec 1 milliard 153 millions de dollars américains pour 17 177 hommes. La MINUSMA au Mali avec 1 milliard 99 millions de dollars américains pour 13 535 hommes. Et enfin, la MINUSCA en République centrafricaine pour 12 718 hommes, un budget de 945 millions de dollars américains. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tout le parcours de votre véhicule. Place à présent à notre célèbre rubrique évolution de prix sur les marchés. Comment se sont comportés les prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les différents marchés de la ville-province de Kinshasa? Nous le saurons par le truchement de notre experte en la matière, Philo Cholet Bapeke, qui a fait la ronde de quelques-uns de ces marchés au samedi 7 juillet 2018. Regardez sa moisson. Voici les prix des denrées alimentaires de grande consommation du lundi 2 juillet au samedi 7 juillet 2018 sur les principaux grands marchés de Kinshasa. Concernant l'huile végétale, un bidon de 5 litres coûte 13 500 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina, tandis qu'au marché central, il se vend à 13 200 francs congolais au marché Ziguida. Ces mêmes bidons d'huile coûtent actuellement 12 000 francs congolais et enfin au marché Gambela, on peut l'obtenir à 12 800 francs congolais. Pour ce qui est du poulet, le prix d'un carton poids 12 est resté stable d'une semaine à une autre à 64 800 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté, au marché central. Par contre, il a connu une légère hausse passant de 64 200 francs congolais à 64 500 francs congolais. Au marché Ziguida, il coûte 63 500 francs congolais. Légère augmentation observée également au marché Gambela où le même carton de poulet est passé de 64 250 francs congolais à 64 750 francs congolais. Concernant les sucres, au marché de la Liberté, un sachet de 5 kg de Kwilungongo coûte depuis un mois 7 000 francs congolais. Au marché central, ce même sac est resté stable à 7 200 francs congolais. Au marché Zikida, on a remarqué que le coût de ces mêmes sachets est resté inchangé à 7 300 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, pour avoir un sachet de 5 kg de sucre, il fallait débourser 7 100 francs congolais. Du côté produits secs, le prix d'un sac de maïs en provenance de l'ex-Bandundu a connu une hausse passant
de 73 000 francs congolais à 75 000 francs congolais, tandis qu'au marché central, il a coûté 68 000 francs congolais, soit une augmentation de 3 000 francs congolais. Au marché Ziguida, le sac de maïs de Massimanimba est passé de 60 000 francs congolais à 63 500 francs congolais, soit une augmentation de 3 500 francs congolais. Au marché Gambela, le prix est resté stable à 63 000 francs congolais. Terminons avec la viande, dont le prix du carton TS de 10 kg a connu une légère hausse. Il est passé de 89 000 francs congolais à 90 000 francs congolais par rapport à la semaine passée. Nous sommes là au marché de la Liberté, hausse. Également au marché central où le prix du même produit est passé de 92 000 francs congolais à 92 800 francs congolais, soit une augmentation de 800 francs congolais. Au marché Ziguida, par contre, le prix est resté inchangé une semaine durant, soit 93 150 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, le prix a grimpé de 93 200 francs congolais à 93 600 francs congolais. Comme il est de coutume, l'Institut national de la statistique INES publie chaque semaine l'indice de l'inflation hebdomadaire. Voici les informations collectées au cours de la semaine du 2 au 7 juillet 2018. Le point dans ces commentaires de Muriel Makessé-Loutina. L'inflation hebdomadaire du 2 au 7 juillet 2018 est de 0,025% au niveau national et 0,020% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,233% au niveau national et 5,355% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 10,322% au niveau national et 10,568% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 32,898% au niveau national et 29,589% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à une légère hausse des prix des céréales et des légumes. Place à présent au taux de change, vous vous en doutez. Sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 6 juillet 2018 un dollar américain à 1625,65 francs congolais, tandis que 1 euro était à 1894,19 francs congolais et 1 franc CFA à 2,8877 francs congolais. Pendant qu'au samedi 7 juillet 2018, au parallèle, le taux était à 1620 francs congolais de billets verts dans la plupart de communes de la capitale, avec comme pic 1640 francs congolais au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le billet vert s'est échangé à 1600 francs congolais, contrairement aux semaines dernières où les taux étaient à 1650 francs congolais, soit un écart de 50 francs congolais. À l'intérieur du pays, particulièrement à Bandundu-ville, nous sommes là dans la province du Kwilu, le taux était à 1605 francs congolais et à Matadi, le taux était à 1610 francs congolais. Le roi dollar pouvait s'obtenir à 1620 francs congolais, particulièrement à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, et à Boende, nous sommes là dans la Tchouapa, le taux était à 1625 francs congolais. La devise américaine s'est négociée à 1640 francs congolais à Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga, et même taux à Isangi dans la province de la Chopo. Enfin, le pic de change à l'intérieur du pays s'est observé à Kindu dans la province du Maniema, où le dollar américain s'est négocié à 1650 francs congolais. En tout cas, Maniema est resté à la tête de ces classements pour les pics de taux d'échange depuis plus d'un mois. Jetons à présent un regard sur les tendances des cours de matières premières, en tout cas les principales,
au marché international, au dernier fixing de ce samedi 7 juillet 2018. C'est un commentaire de Ruben Mayone Tekuyonga. C'est une dégringolade sans précédent qui s'observe sur les marchés des cours des matières premières cette semaine. Pour preuve, le prix du baril du Brent a chuté de 0,48% sur le marché de Londres, se négociant à 77,17 $ américains. Sur le marché américain, le même baril a baissé de 0,16%, se vendant à 73,86 $. Les produits miniers de leur côté sont également au rouge. Le cuivre a affiché une baisse de 2,21%, se négociant à 6 344 $ américains. Le cobalt de son côté est à 72 250 points en baisse de 3,34%. Baisse également de 0,18% de la tonne de l'or qui a coûté 1254,30 $ américains. Les céréales par contre sont au vert. La tonne du maïs a coûté 352 $ américains en hausse de 0,36%. Celle du riz a affiché 3,36% de hausse, se négociant à 12 $ américains. Et enfin, la tonne du blé a augmenté de 3,17%, se vendant à 513 $ américains. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. Et puis bouclons ce magazine avec la revue de presse économico-financière et de développement dans une sélection de Priska Sekana Kindondi. Ouvrons cette revue de presse économico-financière et des développements par le journal Bonne Gouvernance qui titre dans ses brèves économiques « Glencore, les actions chutent et rongent sa valeur marchande ». L'hebdomadaire explique que cette plongée est faite suite à l'assignation du ministère de la Justice des États-Unis émise contre Glencore pour corruption et blanchiment d'argent au cours de la décennie. Et de poursuivre que cette assignation vise les activités du plus grand négociant de produits des bases au monde, notamment au Nigeria, en RDC et au Venezuela de 2007 à ces jours. Toujours dans le même ordre d'idées, le 31e sommet de l'Union africaine fait avancer l'intégration continentale et la lutte contre la corruption, titre le journal Forum des As. Selon le quotidien, la lutte contre la corruption a fait l'objet des débats et discussions à l'issue desquels des mesures importantes ont été prises pour créer un mécanisme de suivi permettant la lutte contre la corruption à l'intérieur des États et à l'échelle transnationale. La corruption est un phénomène général et non pas uniquement africain et le processus de lutte contre ces fléaux sur lesquels l'Union africaine travaille en étroite collaboration avec les États membres est extrêmement difficile. Dans un autre chapitre, le même journal titre « Mbandaka, 1 million d'habitants, ni eau ni l'électricité ». Le journal renseigne que cette province du nord-est de la République démocratique du Congo, qui abrite l'immense forêt équatoriale, deuxième poumon forestier du monde après l'Amazonie, aurait pu donner de l'essor économique à la région et améliorer les conditions sociales de communautés locales. Faisant ainsi allusion à l'EVA de cette même forêt, qui avait permis à Léopold II et au pouvoir colonial belge d'en tirer massivement profit pour investir dans le royaume de la Belgique. Malheureusement, poursuit le journal, la capitale provinciale qui a entièrement perdu son héritage colonial vit dans un dénuement désuète. L'eau y manque, l'électricité aussi. Les machines de la régie des distributions d'eau ont cessé de tourner, laissant des centaines de milliers de gens à la merci de l'eau de pluie. Les châteaux d'eau de la ville a même été transformés en tours d'implantation des antennes des sociétés de télécommunications, ce qui permet à la régie des eaux d'engranger quelques recettes pour sa survie. Bouclons cette revue de presse avec la prospérité qui informe que la RDC officialise son projet d'exploiter du pétrole dans le parc naturel. Selon la consoeur,
Le gouvernement congolais projette les déclassements par décret d'une zone à intérêt pétrolier dans le 2 parcs selon un compte rendu du Conseil de ministres du 6 juin diffusé les vendredis 8 juin dernier. La zone d'intérêt pétrolier concerne 172,075 hectares de Virunga, soit 21,5% de la surface totale du parc classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, d'après le compte rendu qui ne donne aucun chiffre pour la Salonga, qui abrite près de 40% de la population mondiale de Bonobo. Le journal conclut que les parcs des Virunga, le plus ancien parc naturel d'Afrique, les réserves pétrolières sont estimées à 6,758 milliards de barils avec les recettes budgétaires additionnelles de 7 milliards de dollars américains. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, grande a été ma joie de vous dire la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo sous la supervision de Didi Mavambu Nombo, le PP. J'ai été très heureuse donc de vous présenter ces magazines dont l'édition a été assurée par Myriel Makese et Luntina et à la prise de vue, Étienne Kumba Tchouma. Je vous remercie, vous tous, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur cette chaîne.